Parole à Élisabeth Doineau, auteure de la proposition de loi, pour 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, madame la rapporteure, je tiens tout d'abord à remercier mes collègues de l'Union centriste de me donner l'opportunité de présenter ma première proposition de loi. Elle a été enregistrée le 16 décembre 2021. Elle m'a été soufflée par un de mes collègues, Yves Detreigne, qui n'est plus sénateur actuellement, mais je le remercie de m'avoir fait cette confiance et je suis très heureuse de me trouver devant cette éminente assemblée pour débattre sur ce sujet. Je souhaite avant tout que la discussion qui s'ensuivra soit sereine et dépassionnée, dans un esprit d'apaisement et de responsabilité profitable à l'enfant. Car je tiens à le rappeler en préambule, le seul guide qui m'a animée dans la rédaction de cette proposition de loi est l'intérêt supérieur de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France le 7 août 1990, dans son article 9-3, prévoit le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette disposition a été reprise quasiment à l'identique dans la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. Elle figure désormais à l'article 373-2, alinéa 2 du Code civil. Cette même loi a fait entrer la résidence alternée dans le Code civil. Ce mode de résidence est l'application concrète du principe de coparentalité. En dépit de la volonté du législateur de favoriser son recours, la résidence alternée s'est peu développée en France. Seuls 12% des enfants de parents séparés se trouvent en résidence alternée selon l'Insee. Selon une méthodologie statistique différente, la direction des affaires civiles et du Sceau fait état d'une progression de 12 points entre 2012 et 2022 pour atteindre 29%. En revanche, ce que l'on peut en dire, c'est que la fixation d'une résidence alternée est de plus en plus reconnue par les juges comme bénéfique à l'enfant en cas de séparation de ses parents. Selon la Cour d'appel de Versailles, l'alternance est un système simple, prévisible, qui permet aux enfants comme aux parents de se projeter dans l'avenir et de construire des projets fiables. Elle permet aux enfants de prendre appui de façon équilibrée sur chacun des parents et de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs de nature différente mais complémentaires. La Cour d'appel de Paris en a conclu que l'instauration d'une résidence en alternance forme le meilleur cadre à la mise en œuvre de l'article 9.3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 373-2 alinéa 2 du Code civil, au terme duquel chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. La Belgique a donné la priorité à la garde et à la résidence alternée depuis 2006 et la Suisse s'apprête à le faire également. Le principe de coparentalité, la part de plus en plus importante de la médiation sont déjà en France des notions qui participent à l'évolution des mentalités. Cependant, une réelle inégalité persiste entre les deux parents que nous devons corriger tout en ayant pour seule ambition l'intérêt et les besoins de l'enfant. Selon la sociologue au CNRS, Christine Castellin-Meunier, cette nécessaire évolution s'inscrit dans une société marquée par des changements profonds quant à la place et au rôle de chacun des parents et à l'importance de la négociation pour l'assumer. On peut ainsi faire le pari qu'en clarifiant les règles applicables et en réduisant ainsi l'aléa judiciaire, la loi contribuerait à déjudiciariser le contentieux familial et à désencombrer les tribunaux. J'en viens aux dispositions de la proposition de loi, telle que je l'avais présentée. Son article 1er proposait d'aligner la rédaction de l'article 373-2 du Code civil sur celle de l'article 9-3 précité de la Convention internationale des droits de l'enfant,
afin de faire apparaître l'adverbe régulièrement. Le Code civil disposerait ainsi que chacun des pères et mères doit maintenir et entretenir régulièrement des relations personnelles avec l'enfant. L'article 2 du texte que j'avais présenté visait à encourager le recours à un temps de présence parentale aussi équilibré que possible. Il ne s'agissait pas d'imposer au juge une solution unique, et je ne peux qu'insister sur ce point parce que ça m'a été reproché, alors que les situations familiales peuvent être tellement différentes les unes des autres, mais de faire en sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, tous les juges aux affaires familiales en France examinent préalablement et prioritairement une organisation aussi équilibrée que possible lorsque l'un des parents la demande. Cette priorité se traduisait par la création, comme en Belgique, d'un régime de présomption légale. Cette présomption pouvait naturellement, au regard des pièces du dossier, être renversée par le juge s'il est démontré que l'intérêt supérieur de l'enfant commande de fixer la résidence de l'enfant au domicile de l'un d'eux. Ce renversement de la charge de la preuve permettait, on l'a dit, d'unifier la jurisprudence et de se conformer à la volonté du législateur exprimée en 2012. Naturellement, le texte n'entend en aucun cas privilégier un temps parental équilibré lorsqu'il est établi une situation de violence intrafamiliale, notamment quand l'un des parents exerce sur la personne de l'autre des pressions ou violences à caractère physique ou psychologique. Étonnamment, l'article 373-2-11 du Code civil ne prévoit pas de critères portant sur des pressions ou violences sur la personne de l'enfant, lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. L'article 3 y remédiait donc afin d'exclure explicitement le prononcé par le juge d'un temps parental équilibré en cas de comportement violent d'un parent, que cette violence s'exerce sur l'autre parent par le biais d'une instrumentalisation de l'enfant ou sur lui. Je veux dire à ce moment de ma prise de parole que j'ai pu échanger avec la rapporteure et voir ô combien elle voulait respecter l'ambition que j'avais à travers cette loi, et j'ai donc accepté les modifications portées sur ma proposition de loi. Et je retiendrai des travaux de la commission des lois qu'elle a jugé bienvenus les articles 1er et 3. Si elle a quelque peu circonscrit la portée du texte en réécrivant l'article 2 portant sur la présomption légale, je souhaite néanmoins que la présente proposition de loi permette de franchir une nouvelle étape dans la coparentalité. Et c'est ça qui était important, en proposant un dispositif équilibré et juste, dénué d'esprit polémique et tenant compte des précédents débats sur ce sujet. Cette évolution accompagne, il me semble, les changements de notre société. Certes, il faut faire preuve de prudence, de justesse, mais je crois que le travail de la commission et de Madame la rapporteure, en l'occurrence, permet de me dire que j'atteste de cette rigueur que je souhaitais nécessaire. Je l'ai dit en préambule, gageons que la discussion parlementaire saura offrir un cadre de discussion serein et dépassionné dans un esprit d'apaisement et de responsabilité profitable à l'enfant. Il en va de son intérêt, tout comme de celui de la société tout entière. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, chers collègues. Je vais donc maintenant donner la parole à